Je fais ce que je juge nécessaire au moment où je le juge nécessaire, en gros. Tu dis donc jamais que tu es artiste, par exemple? Alors non, je dis pas que je suis artiste, parce que même si la pratique artistique, c'est quelque chose qui a vraiment joué un rôle salvateur dans ma vie, et que j'ai toujours dessiné, peint, essentiellement dessiné, peint, et puis aussi fait peindre et dessiner les autres. Le point auquel j'en suis en ce moment, c'est que ce terme artiste, il transporte avec lui vraiment tout le background de l'art bourgeois, quoi, en gros, et de comment les artistes se sont définis et quelle place ils ont occupé et quel rôle ils ont accepté d'occuper dans un système, bon, en l'occurrence le système capitaliste, parce que c'est celui dans lequel moi j'ai vécu, quoi. Mais bon, on pourrait s'interroger sur les autres, hein, ça n'empêche pas. Mais en termes de domination, enfin, en tout cas, celui dans lequel nous on a à se dépatouiller, c'est celui-là. Donc, Et est-ce que tu dis que tu es écologiste, par exemple? mais, j'aime pas Ou dire alors je suis. J'aime pas dire je suis. Et alors, pareil, hein, à chaque fois qu'on me dit t'es antiraciste, t'es féministe, t'es écologiste, en fait, ça me pose vraiment des problèmes parce que je trouve que quand on dit ça, on a déjà perdu, en fait. On a déjà accepté de fragmenter ses identités. On se définit déjà dans une forme de posture militante, dont j'ai vraiment beaucoup souffert. Enfin, je me suis beaucoup. Mon parcours est vraiment presque exclusivement orienté par ce décalage que j'ai toujours senti dans les milieux dont je suis issu et qui étaient des milieux très militants, et d'autres aussi, entre justement la posture, les discours, je suis ceci, je suis cela, la revendication, tout ça, et les actes, quoi. Enfin, est-ce que dans les faits, ces groupes-là peuvent mettre en place de systèmes de domination, de ghettoisation. Et donc moi, mon souci essentiel, ça a été de sortir de ça. Donc voilà, oui, je suis évidemment tout ça, mais parce que pourquoi je suis féministe? Parce que je suis une femme et que j'ai pas envie de me faire écraser la gueule. Donc je suis féministe par nécessité, quoi. Enfin, je veux dire, je suis écologiste par nécessité parce que je suis un être vivant et qu'il faut que je vive dans un écosystème et que les conditions de ma survie m'intéressent. Carrément. Euh, je suis antiraciste parce que je supporte pas d'être privé de possibilités d'identification et d'accéder à des formes culturelles autres que les miennes. Enfin voilà, tu vois. Et alors, Voilà, donc, tu as en dit gros. pourquoi tu étais féministe, pourquoi tu étais écologiste et pourquoi tu es artiste alors? Alors Pourquoi, en tout pourquoi je suis cas, artiste? cette chose-là Ouais. t'intéresse? À moi, à titre personnel, j'ai toujours eu une pratique artistique, c'est-à-dire qu'enfant, tout le monde a accès à du dessin, de la peinture. Moi, je me suis jamais arrêtée. C'était mon lieu d'être à moi, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la forme à travers laquelle, l'écriture aussi, mais je pouvais exprimer d'une façon acceptée par mon entourage des conflits personnel, inconscient, et élaborer des solutions et trouver à des situations affectives ou psychiques intenables, quoi. Je pense une façon de crier en silence, quoi. C'est-à-dire tout ce qui pouvait pas passer dans ma vie sociale, familiale, c'est là que je l'ai mis, quoi. À négocier ce truc entre moi, mon besoin vital, c'est de peindre et c'est de dessiner. Comment je fais pour concilier ça avec le fait que je veux pas participer à un système dans lequel il y a que moi et quelques happy few qui ont le droit de le faire, quoi. Parce que c'est pas raccord avec une idée de solidarité, de lutte contre les dominations diverses et variées. Et là, tout ce qu'on voit qui est développé par les sociétés capitalistes, là pour le coup, emballement complet de concentration des richesses, de sociétés de contrôle, de tout ça. Enfin voilà, où est-ce que j'ai compris, c'est que ça marche très bien collectivement, quoi. On est dans une espèce
vraiment de mythologie de l'artiste solitaire qui se fait tout seul, qui est très original, qui sort des trucs, on sait pas d'où ça vient, etc. Mais c'est du pipeau Ah, ça, complet, c'est du quoi. Enfin, pipeau. ça, c'est vraiment du blabla, enfin un outil de domination symbolique pour l'accaparement des moyens de production. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Accaparement des moyens de production. Oui, parce que c'est pas un langage qu'on utilise traditionnellement Non, à propos ouais. de l'art. L'art, c'est vraiment l'arbre qui cache l'usine, quoi. C'est la caution. Parce que l'art parle de réalités qui sont, en principe, échappent encore au domaine marchand. Pas pour longtemps, mais en tout cas pour l'instant. À savoir les sentiments, les affects, la sensualité, voilà, des choses qui n'ont pas encore été Oh, si. intégralement, enfin beaucoup, mais oui, beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'est le supplément d'âme du capitalisme, quoi. Et donc, du coup, on oublie que si on regarde vraiment précisément les conditions de production des œuvres d'art, ce qu'on nous présente comme étant la seule possibilité, à savoir de l'élitisme, la concentration des moyens de créer, c'est-à-dire à la fois des apprentissages techniques, les stylos et les feux, les pinceaux, les toiles, tous les matériaux nécessaires au fait de créer, le temps pour le faire, l'espace pour le faire. Voilà, là, on est à l'heure actuelle et depuis longtemps, dans une concentration très forte de ces moyens-là. Alors, on le voit maintenant beaucoup parce qu'il y a en plus la spéculation sur les œuvres d'art et que donc il y a des artistes qui se retrouvent à gagner des millions pendant que les autres crèvent la dalle. Donc on commence quand même à percevoir qu'il y a un truc qui n'est pas complètement relié au talent, mais en gros on est quand même dans cette configuration-là, quoi. Et on n'a pas du tout le réflexe et l'habitude de le penser en termes de moyens de production et d'accaparement de ces moyens de production, parce que c'est complètement, c'est fait exprès, hein, c'est que c'est complètement dénié et caché par cette poudre aux yeux et cette manipulation qui consisterait à dire si certains accèdent à ces moyens de créer, c'est parce qu'ils ont du talent. Et les autres non. Et qu'on ne peut pas donner à tout le monde les moyens de créer, parce qu'il y a des gens qui feraient des choses inintéressantes. Voilà. Et ça, c'est du pipeau. C'est-à-dire que, alors, d'une part, je rappelle quand même, on s'en souvient de temps en temps, qu'il y a des sociétés dans le temps et dans l'espace plus éloignées où les pratiques artistiques sont des pratiques de la vie quotidienne, collective, présente dans la vie de la collectivité, anonyme, non marchande. Donc nous, on s'est rencontrés dans la lutte contre Opacity. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé donc alors je sais pas comment tu l'appelles finalement, la déesse de la liberté. De la fertilité. De la fertilité, pardon. De la liberté. La déesse de la fertilité, qui m'a beaucoup plu, enfin, dans cette marche juste avant la victoire, disons l'abandon du projet Opacity. Parce que déjà, je suis arrivée avec un croquis grand comme ça en disant ouais, on va faire un truc de 3 mètres de haut. Il m'a regardé comme ça parce qu'il a dit bon, des gens qui ont des idées, il y en a, hein, mais à voir si des gens qui les réalisent, c'est pas toujours le cas. Et donc on l'a fait, et puis on l'a fait sur le triangle essentiellement, et puis aussi dans un atelier à Montreuil. Et donc l'idée, voilà, c'était que ce soit collectif, non marchand, que ça rende visible quelque chose de la lutte qu'on portait, et quoi d'autre, et éphémère. Alors c'est là qu'on avait eu une discussion à ce propos d'ailleurs. Bon, c'est une espèce de créature carnavalesque en grillage et en carton pâte. On sait que de toute façon, c'est pas vraiment fait pour durer. D'autre part, entreposer un truc de 3 mètres de haut, c'est mignon, mais mon expérience d'intervenante artistique, c'était aussi que les collectivités ou les structures, elles te demandent des trucs énormes pour des événements, voilà. Puis après, absolument personne n'a prévu ce qu'on allait en faire après. Donc, dès le départ, je savais que ce serait éphémère. Et le fait que ce soit éphémère, c'est devenu ensuite un principe même presque, parce que
c'est pareil, quoi. Enfin, la conservation à tout prix, la sacralisation de l'objet créé et tout ça, c'est devenu un principe, ouais. C'est-à-dire, c'est aussi de ne pas surinvestir. À partir du moment où tu commences à conserver des tableaux, des machins, obligatoirement, tu es obligé de construire autour le mode de vie qui va avec, c'est-à-dire un mode de vie thésaurisateur, attaché à des possessions qu'il faut entreposer, il faut avoir de la place pour, donc qui participe aussi d'une certaine forme de prestige social. Enfin, et c'est autre chose pour moi que justement s'exprimer à travers des pratiques artistiques et qu'ensuite l'œuvre continue à vivre sa vie, mais en acceptant la dimension de périssabilité, voilà. Enfin, par exemple, le street art, par exemple, c'est typiquement une des formes populaires, collective, non marchande et éphémère, parce que le street artiste, il accepte aussi que... Ils sont musés beaucoup. Hein. Alors tu vois, il y en a quand même beaucoup qui ont détourné, qui s'en sont servis. Les milieux bourgeois ont craché à la gueule et marché sur les street artistes pendant des décennies, et maintenant ils leur sucent la bite. Donc... Voilà. Même on pourrait parler avant des relations des milieux bourgeois avec la bohème artistique, tout ça, machin. Enfin, il y a tout un jeu que quand même il faut s'interroger sur la participation de l'artiste au système globalement, même à travers les formes dans lesquelles est mise en scène sa précarité, sa domination, voilà. Il y a un jeu qui est complètement pervers là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, Moi, par exemple, quelqu'un a écrit sur mon travail en disant le simple fait que tu aies choisi de t'appeler NG, des initiales, ça supprime toute possibilité de spéculer sur un nom. Le monde marchand a besoin d'une personne unique. Il ne peut pas spéculer sur 10 000 personnes. Il lui faut une seule personne. Ça fait partie aussi de la concentration de la valeur sur une personne, sur donc certaines œuvres. Sur un homme. On a dû être une dizaine à participer à la DS, à des degrés d'investissement différents. Mais construire le socle, alors du coup c'est Christian parce qu'il avait des compétences techniques que nous on n'avait pas, avec un mât de 3 mètres... voilà, quand même, qui tiennent, qui résistent. Après, toute la partie qui demandait un peu moins de compétences techniques, c'est-à-dire la mise en forme du grillage, voilà. Après, coller du papier peint, on a récupéré du papier peint. Voilà. Donc, elle avait 6 mamelles faites avec des chaussettes entourées de bandes plâtrées et qu'on a ensuite peintes. Une des références de la déesse de la fertilité. Donc, elle était très en colère. Elle criait comme ça, elle avait des larmes qui coulaient. Une espèce de couronne avec des plantes. Ensuite, on a rajouté des plantes le jour de la manifestation. Et donc, elle avait 6 mamelles parce qu'il y a dans le monde antique de Artémis Polymastros, c'est-à-dire Diane avec plusieurs seins, quoi. Enfin, donc, elle a des rangées comme ça de mamelles pour abreuver de son lait tous les êtres, les plantes et les êtres vivants. Voilà. Parce que dans le rituel, il y a quand même une forme d'efficience. C'est-à-dire quelque chose se produit. Donc la déesse de la fertilité, moi je pensais bien qu'on était dans une forme de ritualisation au sens de rendre visibles des relations à l'intérieur du groupe social et en les rendant visibles, d'agir, quoi. Enfin, mais ce qui était génial, c'est qu'en même temps, pour les autres, c'était un atelier artistique, on va dire, créatif, on va dire, donc quelque chose d'assez finalement superficiel dans la représentation. Et au moment où on a suggéré de la brûler, waouh! Alors là, d'un seul coup, on a senti à quel point c'était justement pas seulement du loisir créatif et de... Ouais. Parce que du fait qu'on avait donné à ce tas de grillage et de papier peint des mamelles et le nom de déesse de la fertilité, aussi peu réaliste qu'était la représentation, et à la rigueur ça n'a aucune espèce d'importance, et du coup ça atteignait les gens dans ce qu'ils pouvaient y investir affectivement, ou symboliquement. C'est-à-dire que la fertilité, brûler une image et de la mère, et du nourrissage, et de machin, waouh, mais c'était... Non, mais de la victoire aussi.
Et aussi Parce la que là, tu victoire, dis ouais, pas ouais. qu'on l'a quand même, on a fait cette marche sur 2 jours, on l'a traînée. Moi, je me Oui, souviens oui, très c'est bien. vrai, Elle était ouais, ouais, parce que ça elle a t'a rempli son on a parlé de la voilà, brûlée qu'après qu'elle ait rempli son ouais rôle et on a gagné de quelque ouais, part, ouais. enfin Et gagné, il en y a plus, eu oui, oui, tout l'abandon à du fait, ouais, il y projet a eu l'abandon et du cette projet. marche, elle est, 15 jours avant qu'il abandonne Ouais. le projet, hein, je me souviens, un truc comme ça. Parce que des feux, il y en a plein. Il y a le feu purificateur, il y a le feu destructeur, il y a le feu. Donc moi, alors moi j'avais un souci pratique qui était personne ne pouvait héberger cette déesse, donc il fallait absolument faire quelque chose. Personnellement, c'était quand même aussi au moment des Gilets jaunes, un peu de. Quelques incendies, ça me déplaît pas pour manifester que vraiment il faut se. La maison brûle, comme dirait l'autre. Et du coup, pour moi, cette idée de brûler la déesse de la fertilité, c'était tout à fait. C'est devenu acceptable, en tout cas, parce qu'au début, j'étais aussi un peu. Puis en fait, quand elle a brûlé, j'étais pas si sereine que ça, mais parce que dans l'idée, c'était de rendre visible aussi quelque chose qui est que la fertilité a des cycles, qu'on n'est pas dans un. Contrairement à ce qu'on vit là, productivisme permanent, voilà, je veux dire, une plante met 1 an à faire une récolte, quoi, si on parle de fruits, quoi. Enfin, donc, il y a de la. Voilà, c'est l'idée aussi que la vie et la mort sont vraiment très étroitement entremêlées, et que donc, qu'on brûle, que la déesse de la fertilité à un moment tombe en cendres, et puis ensuite renaisse sous d'autres formes, pour moi, c'était. Ça justifiait, enfin, ça permettait de. Voilà, de donner un sens rituel à ce sacrifice affreux. Et est-ce que tu vois un lien dans voilà, avec tout ce que tu as dit sur l'art et ta manière de le pratiquer avec, le fait qu'on se vaccine pas justement? Ah bah, mais complètement. Ah d'accord. Bon bah, c'est bien. Oui, ça paraît pas évident comme ça au premier abord, mais Mmh. bah, le premier axe commun, c'est la question de la solidarité et de l'horizontalité. Enfin, je veux dire, les conditions dans lesquelles ce vaccin a été réalisé, euh, promu auprès des populations, imposé euh, de façon complètement autoritaire et c'est en contradiction complète avec ce que je défends, y compris dans le domaine de l'art, quoi. Enfin, je veux dire, pareil, hein, je veux dire, on peut parler de concentration de pouvoir, de concentration de richesse et de moyens de production dans les mains des labos, la question des brevets, enfin, je veux dire, c'est exactement tout ce contre quoi j'ai envie de me battre, quoi. Donc, alors sans parler en plus, parce que là on parle juste du vaccin, hein. Donc moi je suis pas du tout anti-vaccin, mais je veux juste que les gens puissent prendre part aux décisions qui les concernent, quoi. Et ça a absolument pas été le cas. Alors, si après on parle alors le pass sanitaire, ça c'est encore autre chose. Donc, alibi pour mettre en place et renforcer la société de contrôle numérisée qui nous pend au nez. Voilà, stigmatisation, entorse dans l'égalité d'accès aux droits, violation des droits constitutionnels, enfin, bref, j'en passais des meilleurs. Donc pour moi c'est complètement cohérent. Enfin, je veux dire. Bon, de toute façon c'est toute la question de l'intersectionnalité. Hein. C'est les gens qui te disent ah oui mais pourquoi les carottes seraient-elles féministes, enfin, non mais voilà, il y a des gens tout le temps qui te renvoient à ah, oui mais il y a c'est pas lié, ou voilà. Si, c'est profondément lié, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment profondément lié, quoi. Justement, et en quoi c'est lié? Ben, justement, dans le fait que, alors en particulier, le capitalisme introduit une séparation entre les choses qui sont produites et les moyens, la façon dont elles sont produites. Donc éventuellement, les souffrances ou les dégâts qu'elles engendrent, et aussi dans le fait que l'économie marchande, donc dite restreinte, je crois que c'est Bataille qui utilise ce terme-là, méconnaît complètement et use et abuse sans en reconnaître l'importance de tout ce qui de tout ce qui rentre pas dans le domaine marchand, c'est-à-dire tout le travail invisible. Il y a des tentatives de réintroduire
de la valeur, une évaluation de la valeur de tout ce qui a été invisibilisé. Donc Silvia Ferrecci, elle parle justement du travail de reproduction, donc tout ce qui était dévolu aux femmes, mais aussi du travail des colonisés, tout ce travail invisible qui est absolument pas comptabilisé, quoi. Et donc on schlurpe et puis on se rend pas compte, et qui échappe au domaine de l'économie restreinte, à tel point que les économistes qui essayent en permanence de se faire passer pour des gens raisonnables et des gestionnaires avisés, je veux dire, il a fallu attendre quelques années pour qu'on ait le jour du dépassement des ressources terrestres, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont juste en train de se goinfrer sur un truc qu'ils ont invisibilisé. Donc, entre la perspective de marchandiser tout, qui est une des options qui sont en train de se présenter, à savoir de marchandiser l'eau, l'air, etc., pour les faire rentrer dans le cercle de l'économie restreinte, ou au contraire d'essayer justement de mettre à bas le système capitaliste pour retrouver des liens entre la responsabilité, en fait, c'est-à-dire quand tu consommes quelque chose, qu'est-ce que toi en retour tu fais pour préserver l'écosystème, mais aussi le travail pour le coup de l'écosystème, c'est-à-dire que pour qu'une carotte pousse, il faut que l'écosystème se donne un petit peu de mal, donc on pourrait aussi parler de ce travail invisible là, hein, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, mais on n'en parle jamais en termes de travail, mais c'est un travail. C'est ce qu'on met en avant justement avec le jour du dépassement, ou la question de l'épuisement des ressources et tout ça, quoi. Apocalypse et révolution là, de César Hano et Koulou, qui est absolument épouvantable parce que c'est un bouquin qui date de 72, dans lequel César Hano en particulier décrit avec une lucidité hallucinante le fait que le capitalisme, confronté à l'épuisement des raréfactions des ressources, en tout cas à la baisse tendancielle du taux de valeur, enfin, je sais pas quoi, le fait que justement le fric qu'on peut tirer des valeurs matérielles est quand même limité à un moment, et que les ressources en plus s'épuisent, puisque c'était juste après le rapport du Club de Rome, donc tout le monde savait déjà. Et donc il prédit que le capitalisme va se tourner, du coup, va prendre à son compte cette critique de l'épuisement des ressources, et se tourner vers l'entrepreneuriat de soi-même, et les valeurs immatérielles, y compris la sobriété, pour continuer à créer du profit. Et, voilà. Et, sauf que dans son hypothèse à lui, César Hano, le capitalisme avait quand même du coup mis un peu la pédale douce sur l'épuisement des ressources matérielles. Et en fait, non, ce qui est génial, c'est que non seulement il avait raison, mais en plus, ils ont continué les deux, quoi. C'est que moi, je pense que c'est toujours pire. Pourquoi s'arrêter dans ce bon chemin ? Du coup, il s'est suicidé, et je pense qu'il a bien fait. Ah oui ? Ouais. D'accord. Alors, écoute, franchement, si c'était pour voir ce qui se serait passé après, quoi, on est en plein dedans, quoi. Et c'est même pire que ce qu'il avait prévu. Donc. Oui. Moi, je pense que c'est ça que j'apprends dans la vie, c'est que je suis quand même assez optimiste. Donc même quand je vois lucidement quelque chose, c'est toujours pire, en fait. Faut dire que la réalité dépasse la fiction. Franchement, on atteint des sommets. Donc, justement, avec toutes ces créations collectives bizarroïdes et qui sortent complètement insatisfaisantes aussi, parce qu'il y a plein de moments où tu te dis « Ah ouais, moi j'aurais bien fait ça », puis finalement l'énergie collective fait que tu pars complètement. Mais en même temps, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des bulles de partage, quoi. Mais finalement, s'il fallait résumer, c'est strictement à ça que ça se réduit. Le partage plutôt que l'accaparement, quoi. Un engagement, vraiment. Alors, pas dans le sens des artistes engagés, un engagement. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, César Hano, la révolution part du corps, c'est... qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton corps, quoi. Enfin, je veux dire, comment tu... Voilà. Tu te fais pas vacciner. Par exemple, rien que ça, mine de rien, ça n'a rien d'évident, quoi. Enfin, je veux dire, et puis moi j'étais malade et j'en ai bavé des ronds de chapeau, mais ouais, du coup, t'es vraiment face à une responsabilité, aux conséquences de tes actes, et tu te défausses pas